René Guénon, Psychologie, chapitre 12, l'étendue et la durée. En étudiant précédemment les sensations, nous avons laissé de côté ce qui concerne spécialement l'étendue et la durée. On a d'ailleurs contesté que ce soit là des sensations. En tout cas, elles ont un caractère de constance qui est unique, qui ne se rencontre dans aucune des autres sensations, et à cet égard, elles méritent d'être étudiées à part. D'une part, tout phénomène jugé intérieur ou extérieur est donné dans le temps, donc inséparable de l'idée de durée. D'autre part, certains phénomènes seulement, parmi les phénomènes jugés extérieurs, sont donnés dans l'espace, donc inséparables de l'idée d'étendue. Ce sont les sensations visuelles et tactiles. Les autres phénomènes sensibles sont indirectement rapportés à l'espace. Quant aux phénomènes jugés intérieurs, c'est-à-dire aux phénomènes psychologiques, ils ne sont en aucune façon rapportés à l'espace, ni directement ni indirectement. Nous laisserons ici de côté la question de l'objectivité de l'espace et du temps, qui n'est pas une question d'ordre psychologique. Nous allons examiner les différentes objections que l'on fait à la théorie qui regarde l'étendue et la durée comme des sensations. Premièrement, on fait remarquer qu'à l'étendue et à la durée ne se joignent point des faits émotifs comme il s'en joint aux autres sensations, mais seulement des réflexions d'ordre purement intellectuel. Cela est sans doute vrai dans une certaine mesure, encore qu'il y ait lieu de tenir compte tout au moins de l'existence de certains sentiments d'ordre esthétique, tels que les sentiments de la proportion et du rythme, qui sont évidemment liés respectivement à l'étendue et à la durée. Il se peut, il est vrai, que ces sentiments soient produits par des idées associées à l'étendue et à la durée, plutôt que par la durée et l'étendue elle-même, et qu'il en soit de même pour différents sentiments d'un tout autre ordre, agoraphobie, vertige, ennui, sentiments en partie conditionnés par l'état physiologique. Mais on peut admettre également l'existence, au moins à l'origine, d'une idée qui peut être plus ou moins subconsciente, comme intermédiaire entre toutes les sensations et les sentiments qu'elle provoque. D'ailleurs, il faut observer que les autres sensations sont inégalement liées à des émotions et que toutes peuvent suggérer des réflexions d'ordre intellectuel. Deuxièmement, on dit que l'étendue et la durée étant les principes des mathématiques qui sont une science de pure idée, ne peuvent être elles-mêmes que des pures idées. Il y aurait d'abord une réserve à faire en ce qui concerne la durée, qui n'intervient qu'en mécanique et non dans les mathématiques proprement dites. En effet, il ne nous est pas possible d'admettre la théorie de Kant, d'après laquelle la considération de la durée serait nécessaire à l'arithmétique sous le prétexte que nous ne pouvons pas penser tous les nombres en même temps. Ceci est faux psychologiquement. Cette théorie ne repose que sur une confusion, car la succession des nombres doit être conçue comme une succession purement logique et non comme une succession chronologique ou temporelle. Quant à l'étendue, on peut bien dire que c'est en tant qu'idée qu'elle est le principe de la géométrie. Mais toute science intellectualise les sensations qui sont le plus manifestement telles, les transforme en quelque sorte en idées pour en faire la théorie à un point de vue quelconque. Troisièmement, on dit encore que, d'une part, l'étendue ressemble plus à la durée qu'aux diverses qualités sensibles, telles que les couleurs, les sons, et que, d'autre part, la durée semble bien être une idée pure, parce qu'on ne voit pas quel est le sens qui nous la donnerait. Ceux qui font cette objection oublient d'abord de distinguer entre l'idée de durée, telle qu'on l'envisage en mécanique, et le point de départ d'une telle idée dans l'expérience immédiate. Ce que nous venons de dire sur l'étendue en tant qu'elle est le principe de la géométrie peut s'appliquer également ici. Ensuite, la durée n'est certainement pas un sentiment et on ne peut pas dire non plus qu'elle soit une notion. Elle est bien perçue comme une qualité de même genre que les qualités sensibles. L'étendue est donnée par deux sens, la vue et le toucher. On peut tout aussi bien admettre que la durée soit donnée par tous les sens, si toutefois il est bien vrai qu'elle ne soit pas liée plus particulièrement à un sens déterminé, question que nous ne pouvons pas examiner ici. Il ne subsiste plus qu'une difficulté.
Si la durée est donnée par un ou plusieurs sens, il semble qu'elle ne devrait pas être donnée avec l'effet mentaux de l'ordre le plus élevé, le moins sensitif. Mais alors même que ces faits seraient en eux-mêmes véritablement indépendants de la durée, il ne peut pas en être de même de leur concomitant physiologique. Et il suffit qu'ils s'accompagnent de mouvements cérébraux, comme c'est vraisemblable, pour qu'ils ne paraissent pas indépendants de la durée. Pour pouvoir aller plus loin, il faudrait se demander s'il y a vraiment des choses qui ne sont pas soumises à la durée, ou même qui sont soumises à des modes de durée tout autres que la durée temporelle qui nous est donnée ici, qui nous est donnée dans l'expérience ordinaire, et qui est la seule dont nous ayons à nous occuper ici. Toutes ces questions sortent entièrement du domaine de la psychologie classique. Quatrièmement, on fait remarquer que l'espace et le temps sont des constructions. Nous n'examinerons pas cette question au fond pour le moment, mais si cela était vrai, cela prouverait simplement qu'il y a lieu de distinguer entre l'espace et le temps considérés comme des constructions et l'étendue et la durée, qui seraient alors les éléments de ces constructions, les données à partir desquelles elles sont élaborées. Et rien ne s'oppose évidemment à ce que ces données soient des qualités sensibles. Cinquièmement, on fait remarquer avec Kant que l'espace et le temps sont les conditions de toute expérience et que par conséquent ils ne peuvent être donnés dans l'expérience, ce qui revient à dire qu'ils ne sont pas des sensations. Mais Kant a tort de dire que l'espace et le temps, ou l'étendue et la durée, sont des conditions nécessaires de toute expérience possible, et d'ailleurs quel que soit le rôle attribué à l'étendue et à la durée. Il faut bien pour qu'elles soient unies à nos sensations aussi intimement qu'elles le sont, qu'elles soient elles-mêmes senties en quelque façon. On ne voit pas ce que pourrait être par exemple la couleur sans l'étendue, ni ce que serait une sensation quelconque sans la durée. Et si l'on dit que nous ne percevons jamais l'étendue et la durée toutes seules, on peut répondre à cela que nous ne percevons davantage la couleur toute seule et que cependant personne ne songe à en conclure que la couleur n'est pas une sensation. Sixièmement, on dit enfin que si la troisième dimension de l'étendue est construite, et elle l'est du moins en ce sens qu'elle constitue une perception acquise, il peut en être de même des autres. Ce n'est pas la même chose, car nous avons vu que quand on possède déjà l'étendue à 2 dimensions, on a tout ce qu'il faut pour construire la troisième dimension. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne corresponde pas à celle-ci quelque chose d'aussi réel et d'aussi objectif qu'aux 2 autres, mais nous n'avons aucunement à envisager la question à ce point de vue. Mais quant à construire l'étendue à 2 dimensions ou construire la durée, on ne voit pas comment cela serait plus possible que de construire la couleur, le son ou n'importe quelle autre qualité sensible. Dans toutes ces objections, il n'y a rien qui prouve vraiment que l'étendue et la durée ne sont pas des sensations. Nous pouvons d'ailleurs admettre que ce sont des sensations qui ont un caractère plus intellectuel que les autres. Et même si on veut entendre par là qu'il y a en elles quelque chose qui est a priori, cela n'empêche pas qu'elles soient des sensations, car dire sensation n'est pas essentiellement dire chose tout à fait empirique, tout à fait a posteriori. Toutes les sensations sont des traductions de la réalité extérieure, traductions dans lesquelles l'esprit a évidemment une part. Donc en un certain sens, elles sont toutes a priori, c'est-à-dire qu'elles impliquent toutes des éléments indépendants de l'expérience. De plus, si nous nous plaçons non plus au point de vue de la sensation mais à celui de la perception, il est évident qu'il y a entre autres éléments proprement intellectuels quand il s'agit de l'étendue et de la durée qu'en ce qui concerne les autres qualités sensibles. Ce que nous avons dit s'applique à toute perception. Nous compléterons par une indication sommaire de quelques théories différentes de celles exposées. Premièrement, la théorie dite intellectualiste fait sortir l'idée ou la sensation de l'étendue et celle de la durée de la perception d'un ordre de coexistence et d'un ordre de succession. Si l'on parle d'idée, c'est contraire à la théorie que nous avons admise. Si l'on parle de sensation, il est peu logique de faire procéder la sensation d'une perception, à moins d'entendre ce dernier mot dans un sens différent de celui où nous l'avons appris. En réalité, la thèse dont nous parlons n'est qu'une transposition fautive de la théorie de Leibniz, d'après laquelle l'espace en lui-même
est l'ordre des coexistences et le temps est l'ordre des successions. Mais comme cette théorie ainsi rétablie dans son vrai sens n'est plus d'ordre psychologique, il serait hors de propos de la discuter ici. Deuxièmement, quant à la théorie de Kant, nous en avons déjà indiqué la thèse essentielle, à savoir que l'espace et le temps sont les conditions nécessaires de toute expérience. Ils sont ce que Kant appelle les formes a priori de la sensibilité, en entendant par sensibilité la faculté de sentir. Mais pour développer les raisons pour lesquelles nous ne pouvons admettre cette conception, il nous faudrait encore sortir du point de vue psychologique. Nous n'avons pas à rechercher ici ce que sont l'étendue et le temps. Troisièmement, parmi les théories empiristes, la plus importante est celle de Bain, B-A-I-N, et de Stuart Mill. Suivant ces philosophes, le temps ou la durée sont donnés avec les sensations musculaires, et quand il s'y joint le mouvement, l'étendue est imaginée. Les auteurs de cette théorie oublient que les éléments dont ils partent doivent déjà être regardés ou sentis comme spatiaux pour pouvoir être jugés autres que simplement temporels. En outre, si les sensations musculaires sont données comme temporelles, les autres le sont aussi. Enfin, lorsque ces philosophes parlent de l'espace, en le regardant comme synonyme d'un temps réversible, ils introduisent une idée qui est fort peu claire. Ou l'expression « un temps réversible » ne signifie rien, ou l'idée qu'elle exprime est identique à celle du juxtaposé ou du simultané qu'il s'agit d'expliquer. Notre conclusion sera la suivante. Ou l'étendue et la durée sont des sensations, car aucune des objections qu'on a faites à cette thèse n'est vraiment probante, ou du moins elles sont données immédiatement avec les sensations. En tout cas, elles sont perçues par les facultés sensibles. Il ne nous est pas possible pour le moment d'aller plus loin et de résoudre l'alternative que nous venons d'énoncer, car nous ne pouvons pas le faire sans aborder la question de l'espace et du temps en dehors de la psychologie.